Bonjour, bienvenue à tous. J'ai le grand plaisir de vous retrouver en cette fin de semaine et le plaisir d'accueillir le conseiller national Pierre-André Page, conseiller national fribourgeois après une semaine de session à Berne. Bonsoir Pierre-André. Oui, bonsoir, bonsoir tout le monde. Merci d'être avec nous pour cette petite demi-heure. Alors, c'est une session spéciale, évidemment, qui s'inscrit dans un contexte particulier parce qu'il y a depuis maintenant une centaine de jours, ma foi, cette crise ukrainienne qui a des conséquences sur la vie quotidienne en Suisse, sur des conséquences sur le porte-monnaie également des Suissesses et des Suisses. Et c'est pour ça que l'UDC a demandé et obtenu que le 16 juin prochain, le Conseil national consacre une session spéciale qui demande quoi exactement, Pierre-André? Oui, alors on a obtenu cette session spéciale étant donné la hausse dramatique des prix de l'essence et de l'énergie en général. Et je dirais notre choc, c'est vraiment que le Conseil fédéral n'a vraiment rien fait pour aider le consommateur. Et c'est pour ça qu'on a demandé cette session spéciale. J'ai personnellement déposé une interpellation rapidement au mois de mars pour savoir qu'allait faire le Conseil fédéral. Et la réponse était vraiment rien du tout, pas grand-chose pour l'instant. Et c'est pour cette raison qu'on a déposé maintenant différentes motions pour que le Conseil fédéral prenne des mesures pour diminuer le coût de l'essence aux consommateurs. Il y en a 4 qui seront déposées. Moi, j'en ai également une où on demande de diminuer les taxes sur l'essence, mais seulement la part qui n'est pas liée à l'entretien des routes nationales. Je pense que c'est un élément important de continuer à entretenir les routes nationales, mais la part de ces taxes qui vont directement dans la caisse de la Confédération, je pense qu'on doit la diminuer et la supprimer, parce que c'est vraiment un moment difficile pour tous les consommateurs, et notamment les entrepreneurs qui doivent rouler, qui ont besoin de leur véhicule pour faire leur travail, et eux sont touchés directement, et si on ne fait pas le nécessaire, ils vont directement impacter les frais supplémentaires aux consommateurs, et à la fin, c'est toujours les mêmes qui doivent payer la facture. Donc, c'est vraiment ces éléments qu'on va défendre durant cette session spéciale, parce que nos pays voisins ont rapidement pris des mesures, l'Italie, la France, l'Allemagne, ils ont diminué. Les pompistes qui sont à proximité de la frontière, ils voient que tous les automobilistes vont faire le plein chez nos voisins. Donc, finalement, la Suisse doit réagir et c'est déjà trop tard. On aurait dû réagir beaucoup plus vite. C'est pour ça que le Parlement, enfin, l'UDC a demandé cette session spéciale qui aura lieu le 16 juin, la dernière semaine de notre session ordinaire. Le but de l'opération, c'est d'éviter que le quotidien des gens souffre d'une augmentation importante du prix de l'énergie. Là, on a parlé du carburant, de l'essence, mais il y a d'autres éléments qui sont impactés par un renchérissement du coût des matières premières. On peut penser par exemple à tout ce qui est lié au chauffage à gaz, des choses comme ça. Ici, dans ce domaine-là, quelle est la politique du parti? Qu'est-ce que le parti entend faire et quels sont les obstacles qui s'opposent à ça actuellement? Alors, dans la motion que j'avais déposée, j'avais demandé de diminuer, d'intervenir dans la loi sur l'imposition des huiles minérales. Parce que finalement, ça concerne tout, diesel, essence, ces choses-là. Et effectivement, il y a l'énergie qui va encore augmenter. Dans le canton de Fribourg, on a le groupe E qui annonce déjà une forte augmentation à partir de la fin de l'année pour l'électricité. On voit sur le marché de l'électricité où des grands groupes comme Alpic, BKV ont acheté de l'énergie à 5 centimes. 2 jours après, elle était à 25 centimes. Donc, il y a vraiment un choc qui est là. Et je crois que là, on doit vraiment prendre des mesures pour essayer d'atténuer cette hausse qui est liée bien sûr à la crise qu'on vit en Europe avec la guerre en Ukraine. Et ça impacte vraiment pas seulement l'alimentation, mais aussi l'énergie avec les mesures que l'Union européenne prend contre la Russie. On ne veut plus importer du pétrole et du gaz russe. Et finalement, ça augmente naturellement les prix. Les vendeurs ne sont pas stupides, ils font directement marcher l'offre et la demande et les prix explosent. C'est pour ça qu'on doit vraiment trouver une solution maintenant, rapidement, parce que c'est maintenant que la population souffre avec ces hausses de prix. Et c'est pour ça que cette session spéciale va, j'espère, obliger le Conseil fédéral à prendre des mesures très, très rapides. Maintenant, c'est rapide. Quand on en a parlé au mois de mars, on lui a laissé le temps de réagir. Le Conseil fédéral est resté sourd à nos demandes. Donc, c'est pour ça que maintenant, on prend des mesures plus concrètes, si j'ose dire comme ça.
Les obstacles qui s'opposent à ça, est-ce que l'UDC a des alliés au Parlement qui soutiennent aussi cette vision favorable aux ménages, à la population? Alors, c'est clair qu'il y a les partis bourgeois sont plus favorables à ces diminutions. Il y a aussi un collègue du centre qui a déposé une intervention. Il y a aussi le PLR qui sont aussi sensibles. C'est vrai que les Verts sourient. Eux, c'était leur but avec la loi sur le CO2, hein, d'augmenter les prix. Ils ont eu une augmentation sans loi sur le CO2. Eux, ça ne les dérange pas du tout. Ils disent simplement que puisqu'il y a une augmentation, les gens ont qu'à moins rouler. Ils oublient qu'il y a une partie de la population qui doit travailler, qui doit faire ce travail pour faire tourner notre économie et pour que la Suisse vive. Donc là, je pense on devrait trouver une majorité dans le parti bourgeois pour obtenir ces baisses. Dans les discussions que j'ai eues avec les parlementaires, je dirais en tête à tête comme ça, ils comprennent bien. Après, on va avoir la stratégie du groupe. Les gens vont se réunir à la séance du groupe mardi pour prendre la décision définitive. Mais là, on en saura beaucoup plus mardi de la position de chaque groupe et puis si on a des chances. Les perspectives, peut-être Pierre-André, là, alors il y a une augmentation soudaine du prix du carburant, du prix des huiles minérales, du prix du gaz. La situation en Ukraine semble partie pour durer finalement. Quand est-ce qu'en Suisse, on risque de ressentir des effets vraiment à long terme, qu'on risque de ressentir peut-être des difficultés majeures pour les ménages de pouvoir faire face à leur charge mensuelle? Donc, on le voit, ça a été très vite au niveau du carburant. Ça a été très rapide et ça va peut-être encore augmenter puisque la crise continue. Et c'est là qu'on voit que la politique de l'UDC était tout à fait juste et correcte. On a toujours défendu un auto-approvisionnement, soit alimentaire, soit énergétique. Et là, on voit qu'on avait raison. On a toujours, à l'UDC, on a souvent raison avant les autres. Et puis finalement, on voit maintenant, là, c'est vraiment la preuve que l'UDC a fait un excellent travail et on commence un peu à mieux nous écouter. D'ailleurs, on le sent dans la population. On nous dit régulièrement, vous aviez raison, on doit s'auto-approvisionner, on doit avoir un meilleur auto-approvisionnement. Et l'énergie, c'est la même chose. C'est clair qu'on n'a pas trouvé du pétrole en Suisse, mais on a d'autres énergies, on a l'hydraulique, on a nos panneaux photovoltaïques qui sont aussi importants. Alors, l'UDC soutient le développement des panneaux photovoltaïques, mais pas partout. On a eu des interventions parlementaires pour mettre tous les murs anti-bruit le long des autoroutes et toutes les toitures. L'UDC n'a pas soutenu les panneaux photovoltaïques partout parce qu'il y a des structures à mettre en place, il y a des infrastructures à construire et finalement qui coûtent très cher pour des régions qui ne sont pas nécessairement bien ensoleillées. C'est pour ça qu'une partie du groupe UDC n'a pas soutenu cette proposition parce qu'on veut vraiment mettre la production où on a un bon rendement. Et typiquement, les panneaux photovoltaïques, on doit les mettre dans les régions qui sont ensoleillées pour qu'il y ait un rendement. Parce qu'il faut bien comprendre que si on met dans certaines régions où il y a des murs anti-bruit, où il y a beaucoup de brouillard, il y aura un très bas rendement et puis il y aura beaucoup d'investissements qui ne seront pas utiles. C'est pour cette raison qu'on doit vraiment les mettre dans des endroits stratégiques. Et ensuite, l'essentiel aussi, c'est le stockage de cette énergie. On voit, la Suisse, on n'est pas encore équipé. Partout, on manque de batteries. Nous, on a nos barrages qui peuvent faire office de batteries, où on peut stocker notre énergie. Mais il y a les nouvelles technologies avec l'hydrogène qui arrivent. Et là, on doit valoriser ces nouvelles technologies pour pouvoir améliorer ce stockage afin d'être le plus indépendant possible. Et on voit, on ne sait pas quelle crise sera la prochaine. On a vu qu'on a une pandémie, on a vu qu'on a une guerre à proximité. Il peut y avoir autre chose qui arrive. C'est pour ça que la Suisse, on doit essayer de rester autonome au niveau énergétique et au niveau alimentaire. C'est vraiment les éléments essentiels. Le but, c'est à la fois de rester autonome, mais aussi à un prix abordable. Il y a quand même ces deux objectifs. Il faut pouvoir, évidemment, il faut pouvoir livrer de l'énergie partout dans le pays, que ce soit sous la forme électrique, que ce soit sous la forme des huiles minérales, sous la forme du gaz. Mais finalement, il s'agit de pouvoir le faire à un prix que les gens peuvent encore acheter. Là est l'enjeu, en fait. On a le sentiment que l'enjeu, il est à la fois la souveraineté énergétique, mais également sur les prix. Est-ce que le Conseil fédéral n'aurait pas là des marges de manœuvre? Je pense notamment en matière de taxes, en matière de fiscalité, en matière peut-être de soutien pour permettre finalement à la population, aux entreprises de pouvoir faire face à cette augmentation qui semble inéluctable.
Alors, effectivement, il y a des marges de manœuvre, mais on doit être très prudent avec les soutiens dans ce milieu de l'énergie. On l'a vu lorsqu'on a commencé à installer des panneaux photovoltaïques il y a une dizaine d'années, la Confédération a mis en place la RPC, la rétribution à prix coûtant, où ils ont mis vraiment des tarifs beaucoup trop élevés. Et finalement, il y a des gens qui en ont profité, ils ont bien fait, mais finalement, ces taxes, ces soutiens étaient beaucoup trop élevés et on a fait des rentes à certains investisseurs. Et ça, c'est pas le but. Le but, c'est vraiment qu'on trouve de l'énergie et qu'elle soit rentable et que la personne qui produit l'énergie ait un revenu sans toujours passer par les subventions. Par la Confédération, on doit soutenir, je dirais, l'investissement, la mise en place du système, mais après, l'installation doit être rentable. Et c'est comme ça que l'économie, elle fonctionne. Si on soutient toujours les nouveaux projets à long terme, ce n'est pas une bonne idée. Et là, on a fait la preuve avec ces panneaux photovoltaïques, ce n'était pas une bonne idée. Et maintenant, on a changé, on fait des soutiens à l'investissement. Et puis ensuite, la personne qui est installée a un rendement pour ces panneaux photovoltaïques et ce n'est pas la Confédération qui doit chaque fois mettre quelque chose. Et je crois que la population suisse est prête à payer un peu plus ton énergie. L'énergie était très bon marché jusqu'à maintenant pour avoir un auto-approvisionnement et une sûreté de l'approvisionnement. Et c'est ça vraiment l'élément essentiel. Je crois que si on demande à la population aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe dans l'Union européenne et au niveau mondial, on leur dit vous payez 5 centimes de plus, mais vous avez la garantie d'un approvisionnement. Et là, le consommateur est prêt à le faire. Mais on ne doit pas l'impacter très fort, ça c'est sûr, mais le consommateur veut cette sécurité. Et là, on le sent. Les gens maintenant veulent changer leur chauffage pour des productions, des packs. Là, le terme m'échappe, je ne sais plus. Les chauffages. Les chauffages de pompe à chaleur. Pompe à chaleur, merci, ça m'échappait. Et puis finalement, on voit qu'il y a des ruptures de stock, les prix augmentent, mais la population veut quand même cette sécurité sans polluer, donc ils sont prêts à mettre un coût un peu plus cher. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. La Confédération doit soutenir à l'investissement, mais pas donner des rentes pour les personnes qui font ce travail. Et ça, c'est vraiment cet élément qui est, à mes yeux, essentiel. C'est pour ça que je soutiendrai toujours ces éléments, comme les panneaux photovoltaïques, je les soutiens toujours, mais on doit faire le soutien à l'investissement et non pas ces rentes que les entrepreneurs ont reçues ces 20 dernières années. Autre sujet, Pierre-André, en plus de l'énergie, qu'elle soit effectivement les grands défis liés à un approvisionnement abordable en énergie, il y a celui de l'approvisionnement en denrées alimentaires. Alors, tu es agriculteur dans le canton de Fribourg, c'est un sujet que tu connais évidemment bien, tu as consacré ta vie, ta carrière professionnelle à l'alimentation, à la politique agroalimentaire de notre pays en tant qu'agriculteur. Pierre-André, il y avait un débat sur la politique agricole 22+, il y a une année de ça en arrière, qui a été gelé. Et aujourd'hui, il y a on a le sentiment qu'il y a un manque de volonté du Conseil fédéral ainsi que de l'hémicycle à gauche du Parlement de vouloir rediscuter de la part dédiée, on va dire, au biotope ou à la dimension écologique des paiements directs. Peut-être rappeler pour ceux qui nous regardent et qui l'ignorent qu'une part des paiements directs qui rétribuent le travail de l'agriculteur sont dédiés au fait que les agriculteurs doivent entretenir un certain nombre d'exigences écologiques, des biotopes, des vergers, un certain nombre et que des terres cultivables, productrices, sont quelque part sacrifiées pour ces exigences écologiques. Là, on ne veut pas revenir en arrière, alors qu'on voit qu'en Allemagne, par exemple, le ministre allemand écologique de l'agriculture, lui, est revenu en arrière. Il veut redonner une souveraineté alimentaire, redonner des terres cultivables à l'agriculture productrice. Est-ce que là, le Conseil fédéral ne s'aveugle pas? Alors, j'en suis convaincu. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas tellement le milieu de l'agriculture, il est vrai que depuis la mise en place des paiements directs, il y a une partie qui est dédiée à la biodiversité, à des cultures extensives, afin de favoriser une certaine biodiversité, je dirais. On veut remettre en place des biotopes, et ça, on le fait volontiers. L'agriculteur a mis à disposition une partie de ses surfaces contre un paiement, bien sûr, pour revaloriser cette biodiversité. Et ça a bien fonctionné, puisqu'on a des résultats nettement meilleurs que ce qui était prévu par la Confédération lors de la mise en place. Aujourd'hui,
Et avec cet élément, on a quand même vu, ça je dois aussi le préciser, que l'auto-approvisionnement a diminué drastiquement. Lorsque j'ai commencé ma profession il y a 40 ans, on était à un auto-approvisionnement d'environ 70%. Aujourd'hui, on n'est plus qu'à 52%. Donc, Oui. on a un franc sur deux, on doit importer des denrées alimentaires pour nourrir la population. Bien sûr, notre population augmente, mais nos surfaces diminuent. Et avec les nouvelles technologies qu'on nous impose par les milieux qui veulent moins produire, mais avec moins d'engrais, moins de pesticides, on diminue automatiquement les rendements. Donc, on importe plus de marchandises et de denrées alimentaires à l'extérieur. Ça, c'est peut-être juste l'élément pour bien expliquer la base. Et ensuite, on a refusé cette politique agricole parce qu'elle est beaucoup trop loin. Et maintenant, il y a un train d'ordonnance qui est arrivé ces dernières semaines où l'Union suisse des paysans a pris une position assez, j'étais un peu surpris, assez positive. Il y avait des éléments intéressants, mais on va quand même beaucoup trop loin pour la production. Le Conseil fédéral n'a pas compris qu'on doit avoir un meilleur auto-approvisionnement. J'ai demandé au mois de mars aussi qu'on utilise certaines surfaces qu'on a mis en extensif, où on fait des jachères, c'est-à-dire qu'on laisse la terre produire des plantes et on récolte rien. J'ai demandé qu'on enlève ces surfaces, qu'on remette en place des cultures du type tournesol, colza, afin de garantir une sécurité en huile, puisque l'Ukraine est un grand producteur d'huile de tournesol. Et le Conseil fédéral n'a pas bougé. J'ai eu des débats avec des collègues de gauche qui m'ont dit, mais on a le temps, on a une sécurité alimentaire. Et les gens ne comprennent pas que si on veut avoir une sécurité alimentaire, si on va avoir de l'huile cet automne, on doit semer notre colza ou notre tournesol au printemps. On ne peut pas maintenant semer avant l'hiver, on n'aura rien du tout. Et c'est ça il n'y a aucune anticipation de la part de notre gouvernement. Et c'est ça que je trouve assez choquant. Et c'est pour ça qu'on a redéposé des motions. On va déposer, la semaine prochaine, 4 motions concernant cet auto-approvisionnement, concernant tous ces éléments agricoles, pour demander aussi une session spéciale pour avoir une discussion au Parlement au mois de septembre. Et là, on est en train de préparer avec mon collègue Jacques Nicolet, où on discute vraiment de ces surfaces extensives à laquelle on veut remettre des cultures. On va discuter de l'augmentation des surfaces en biodiversité. Le Conseil fédéral propose également d'augmenter les surfaces en biodiversité. Ça veut dire à nouveau une perte de rendement et une diminution de production qui va à l'encontre de ce qu'on doit faire actuellement si on va avoir une politique intelligente vis-à-vis de notre population. Alors, on est en train de préparer les documents ce week-end et mardi, je pense qu'on ira déposer ça ensemble pour essayer d'avoir à nouveau un débat sur cet élément, puisque le Conseil fédéral ne fait pas le boulot, si j'ose le dire. Le Parlement prend les choses en main. Et on a une discussion avec les collègues paysans aussi des autres groupes politiques. On a un lobby un peu agricole au Parlement, où là, on doit avoir un soutien. On n'est plus beaucoup de parlementaires qui travaillent directement dans l'agriculture, mais on a encore un soutien majoritaire intéressant maintenant qui défend le milieu agricole. Et puis nous, c'est pas seulement défendre le milieu agricole, c'est surtout défendre l'auto-approvisionnement et la sécurité de la population. En matière voilà, donc en matière de denrées alimentaires, qu'est-ce qui explique cette espèce de mutisme? Parce que on voit autour de nous, donc j'évoquais l'exemple de l'Allemagne. L'Allemagne, c'est 1 million d'hectares qui sont rendus pour la production de denrées alimentaires. En Suisse, on parlerait de 10 000 hectares qui pourraient être rendus à l'agriculture, donc 3,5% à peu près du total des terres cultivables. Ça fait quand même 10 000 hectares. Ce n'est pas tout à fait rien, ce n'est pas tout à fait sans signification, mais qu'est-ce qui explique cette espèce de mutisme? Alors, moi, j'ai de la peine à comprendre ce mutisme parce que c'était tellement simple à mettre en place. Je ne sais pas si on avait des gens qui avaient un peu de vision, ils auraient rapidement mis ça en place. Les agriculteurs auraient pu mettre en place des céréales de printemps et du tournesol et du colza pour avoir ces denrées cet automne. Mais là, je pense qu'il y a l'aspect financier où nos conseillers fédéraux pensent, oui, mais la Suisse est un pays riche, on peut se permettre d'acheter des denrées alimentaires au prix fort si on a une crise. Et je pense que c'est un peu ça qui est inquiétant. Ces 10 000 hectares, pour se donner un exemple, c'est
c'est 1 million de personnes qui se nourrissent, qui mangent du pain chaque jour. C'est la nourriture d'1 million de personnes qui mangent leur pain chaque jour. Donc, c'est quand même pas rien. Donc, on doit quand même pouvoir faire quelque chose avec ça. Et, moi, j'ai de la peine à comprendre le Conseil fédéral. Donc, on a vu, j'ai discuté aussi avec le directeur de l'Union suisse des paysans qui dit également, puisque le Conseil fédéral ne prend pas des mesures, on s'appuie sur vous, les parlementaires, pour déposer des outils parlementaires, pour créer le débat afin de les obliger à prendre des mesures. Et ce qui est dommage, finalement, c'est qu'on a perdu une année. Si le Conseil fédéral avait été visionnaire, il prenait ses décisions au début de la crise, au début de la guerre, au mois de mars, il était encore temps de prendre ces mesures rapides. On ne demande pas de labourer les terrains de faute, de labourer les jardins comme le plan Wallen de l'époque, mais ces surfaces qui sont jachères, on doit pouvoir produire des produits, des denrées alimentaires sur ces sols. Et c'est ce que l'agriculteur le fait volontiers. Et le consommateur sera content d'avoir des produits de proximité, car c'est aussi la politique de l'UDC, de se nourrir à proximité, éviter les transports, éviter tous ces déplacements de marchandises qui, on le voit maintenant avec la crise en Ukraine. J'ai eu un débat avec à Genève, les grands groupes qui achètent et vendent des céréales. Tous leurs bateaux de céréales qui sont bloqués à Odessa, ils ne peuvent pas alimenter le continent africain, notamment l'Égypte, qui utilise beaucoup de céréales. Et tous ces gens vont se tourner vers l'Europe, vers d'autres pays pour avoir du blé, pour nourrir la population. Et on aura une catastrophe qui s'annonce inquiétante. Là aussi, on peut se poser la question quand même de la responsabilité à cet égard-là au niveau international. Nous aurions la possibilité de produire plus. Tu disais 10 000 hectares, c'est environ 1 million de personnes. Ça représente la nourriture pour 1 million de personnes. Si nous, on va se servir ailleurs, c'est aussi peut-être d'autres pays, d'autres populations qui ne peuvent pas se nourrir à leur faim parce qu'on aurait la possibilité d'aller acheter des denrées ailleurs. Il y a un peu une double absurdité si on fait un raisonnement comme ça. Effectivement, c'est ce que je trouve scandaleux. Parce que d'un côté, on aide les pays en difficulté en leur amenant de la nourriture, des biens, tout ça, on leur aide à produire. Et puis nous, on ne s'inquiète pas chez nous, on se dit, ouais, si on a des problèmes, on achètera. Et puis si on achète à l'étranger, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va péjorer ces populations qui, eux, ont vraiment faim. Donc finalement, c'est vraiment un raisonnement qui est incompréhensible de la part de notre exécutif. Parce qu'on a la possibilité chez nous, et puis il ne faut pas oublier que c'est jachère, tout ça. Nous, on peut produire aussi en maintenant une bonne biodiversité. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas tout retourner en culture intensive. On garde les productions telles qu'on sait les faire, avec une riche biodiversité, avec une diminution toujours de phytosanitaires, comme on nous l'a exigé. On a pris les mesures et là, on s'est aussi fait avoir par le Conseil fédéral lorsqu'on a eu les votations sur les phytosanitaires, les pesticides de synthèse. On a mis en place une initiative pour prendre des mesures. Et finalement, maintenant, avec les nouvelles ordonnances, on nous repèse sur la tête avec des exigences supplémentaires alors qu'on a joué le jeu lorsqu'on a eu ces votations. Donc là, moi, je suis vraiment déçu de ces positions que lorsqu'on a une négociation en principe entre deux partenaires, on les respecte. Et là, ça ne se passe pas comme ça parce qu'on a mis cette fameuse initiative pour diminuer nos produits phytosanitaires. Et maintenant que les nouvelles ordonnances, on remet une pression supplémentaire pour encore aller plus loin. Et là, c'est le Conseil fédéral joue un drôle de jeu avec l'agriculture en général. On va vouloir t'entendre dans quelques instants, Pierre-André, sur l'initiative sur l'élevage intensif. On va voter dessus le 25 septembre. On aura l'occasion d'en reparler naturellement d'ici là, mais ce sera intéressant de se poser d'autres questions en tant qu'agriculteur à ce sujet. Mais juste avant ça, Pierre-André, en restant dans le domaine agricole, la Suisse a énormément augmenté sa population, ses infrastructures ces dernières années. Tout ça s'est fait principalement en sacrifiant des terres cultivables. Est-ce que là, il n'y a pas à un moment donné un équilibre, une balance à trouver, je ne sais pas, mais de se dire, est-ce qu'au bout d'un moment, il n'y a pas une situation où on ne peut plus sacrifier de terres cultivables, où on ne peut plus miter comme ça le territoire et où il faut trouver une balance. Est-ce que là, il n'y a pas un enjeu absolument central pour garantir une agriculture suisse productrice et encore apte à nourrir ne serait-ce que la moitié de la population, 50%, 52% que tu évoquais avant?
Oui, alors là, c'est un sujet vraiment particulièrement difficile parce que c'est vrai qu'on a sacrifié beaucoup de terres agricoles pour la construction des routes, c'est juste. Aussi pour agrandir nos exploitations. Donc, on a eu des mesures toujours plus contraignantes avec nos animaux, où on devait donner toujours plus d'espace à nos animaux, donc agrandir nos fermes. Donc, qu'est-ce qu'il a fallu faire pour agrandir? Il faut sortir des villages. La population a aussi souhaité, pour raison de confort, que les fermes sortent et aillent autour de leurs terres pour exploiter. Donc, c'est plus rentable pour l'agriculteur, c'est plus intéressant pour travailler avec nos animaux lorsqu'on a tout autour. Mais on utilise, c'est vrai, des terres productrices pour faire ça. Donc là, on est en train de revoir la LAT 2, donc la loi sur l'aménagement du territoire, pour redéfinir exactement ces surfaces. Et là, le Conseil des États vient de terminer l'étude du dossier qui viendra chez nous après à la commission du Conseil national, où on va discuter de toute l'utilisation de ces zones non constructibles et toutes ces zones agricoles finalement, où il y a des terrains qui sont pris pour l'agriculture, notamment des zones touristiques également. Et là, il y a encore des éléments où on aura des discussions dans notre commission au Conseil national pour trouver vraiment des solutions. Là, on a un compromis qui est sorti du Conseil des États qui a l'air assez intéressant. J'ai discuté avec mon collègue Köbi Stark hier après-midi et il m'a expliqué qu'ils ont fait vraiment des bons compromis avec notamment l'Union suisse des paysans, avec les milieux proches de la nature. Je vais recevoir le dossier prochainement et on pourra voir exactement dans quelle direction on va pouvoir aller pour travailler sur cet aménagement du territoire qui est important. Donc, moi, je suis tout à fait, on doit faire attention avec l'héritage du territoire, c'est vraiment important. Il ne faut pas oublier qu'on a aussi mis la pression sur les agriculteurs d'avoir des structures modernes pour être efficaces, agrandir les exploitations. Et pour ça, on avait besoin aussi de terres agricoles. Là, il y a un article on avait d'ailleurs rejeté la loi sur l'aménagement du territoire à l'époque, car on nous demandait de démolir nos fermes une fois qu'on ne les utilisait plus. Et puis maintenant, cette phrase est restée, mais il semblerait qu'il y a un financement qui est prévu par les cantons pour après rendre ces terres à l'agriculture. Donc ça, c'est un élément qui va peut-être dans cette direction de maintenir les terres agricoles. Une fois que la ferme sera plus utilisée, on devra la démonter, mais là, les cantons financeront ce démontage, cette démolition. Donc finalement, c'est le compromis qui a été trouvé par le Conseil des États pour cet élément et on verra la discussion qu'on aura au national sur ce fait. Peut-être, Pierre-André, dans les menaces qui a une des menaces contre lesquelles l'agriculture doit faire face, c'est cette initiative contre l'élevage intensif. Alors, on votera le 25 septembre sur cette initiative, sans vouloir approfondir le débat, mais très rapidement, parce que ce serait intéressant quand même de sensibiliser les gens de quoi s'agit-il avec cette initiative. Oui, alors là, cette initiative sur l'élevage industriel a été déposée par des milieux proches de la protection des animaux et on a pris chaque fois l'image, je dirais, d'élevage intensif, industriel qu'on voit à l'étranger, qu'on voit dans certains pays que je ne vais pas citer pour pas avoir de soucis, mais c'est vraiment des élevages industriels où les bêtes sont serrées. C'est vraiment pas des élevages qu'on a en Suisse. En Suisse, on a la loi sur la protection des animaux la plus sévère au monde. Et je crois qu'on remplit toutes les conditions pour avoir des animaux qui se comportent bien. C'est pour ça qu'avec il y a un comité qui s'est mis en place pour lutter contre cette initiative contre l'élevage intensif, car c'est important de savoir que si cette initiative passe, on n'aura plus d'élevage de poules et de poulets en Suisse, même si nos poules et nos poulets peuvent sortir, ils ont des jardins d'agrément, même ça, ce sera interdit. Donc finalement, il faut faire attention, parce que si on interdit tous ces élevages, c'est surtout les porcs et les volailles qui sont concernés, on va importer cette viande parce que le consommateur va continuer à vouloir manger de la volaille. C'est vraiment la consommation qui augmente le plus en Suisse ces dernières années. Donc, c'est quelque chose qu'on doit produire chez nous et on peut le faire actuellement sans devoir l'importer. Et si on fait, c'est la même erreur qu'on aurait fait avec d'autres initiatives qu'ils ont déposées, c'est qu'on se met, nous, des limites et puis on achète après à l'étranger de la nourriture qui n'est pas élevée dans les mêmes normes que chez nous. Donc, les lois qu'on a en place chez nous garantissent le bien-être des animaux et on doit garder cette situation telle qu'elle est. Et là, ça va vraiment beaucoup trop loin avec cette initiative. Mais on aura l'occasion d'en parler je pense, durant le début septembre parce que la campagne va commencer fort début septembre.
Alors évidemment, hein, ce sera le sujet du 25 septembre. L'UDC Suisse n'a pas encore pris position officiellement, oui ou non, sur cet objet, mais on peut par Mhm. contre dire que le groupe parlementaire UDC aux chambres fédérales s'est largement, voire unanimement opposé à cette initiative. Oui, d'après les messages que j'ai vus, les gens qui sont engagés déjà dans les comités, on voit que l'UDC va se battre contre cette initiative aux côtés de l'Union suisse des paysans. Et je crois que la campagne au niveau de l'Union suisse des paysans, elle est prête. Hein, ça va démarrer avec un peu la même stratégie qu'on a utilisée pour les initiatives contre les produits phytosanitaires. C'est vraiment la machine, elle est en route et on va utiliser la même stratégie pour lutter contre cette initiative. Il y a d'autres initiatives qui vont arriver, qui sont dangereuses. Hein. C'est le paysage qu'on va discuter. Et là, c'est le projet de la LAT2 qui fera office de contre-projet. Il y a la biodiversité. Il y a beaucoup d'éléments qui vont arriver où on devra vraiment lutter pour garder une agriculture un peu productrice en Suisse. Et là, je pense que si on continue à travailler ensemble avec les milieux, les partis bourgeois et les milieux qui veulent un bon auto-approvisionnement, que ce soit en alimentation et en énergie, on doit arriver à gagner contre ces initiatives. Pierre-André, on arrive gentiment au bout de notre entretien. Je le disais en préambule, tu as fait maintenant une semaine session d'été des chambres fédérales, il en reste 2. Quelle est ton actualité? Que se passe-t-il pour toi durant cette session à Berne? Alors, je n'ai pas déposé d'intervention la première semaine parce que je viens de recevoir les réponses à mes interpellations de mars, mais non-réponses, je devrais dire, puisque le Conseil fédéral n'a pas répondu. Et maintenant, je vais déposer des motions en fonction des réponses aux interpellations que le Conseil fédéral m'a données, notamment sur l'agriculture, avec l'utilisation de ces surfaces qu'on a parlé tout à l'heure. Et puis la deuxième, ça concerne aussi l'énergie, où on en discutera jeudi avec les prix sur l'essence. C'est les 2 éléments maintenant qui sont vraiment mon cheval de bataille de cette session du mois de juin. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir, Pierre-André, pour évoquer ton actualité également, évoquer ces grands enjeux, la session spéciale du 16 juin où l'UDC va demander et nous espérons obtenir des réductions, des soulagements fiscaux, de taxes par rapport au renchérissement du prix des matières premières. Et puis, nous avons également fait un tour d'horizon pertinent sur la politique agricole et donc sur les denrées alimentaires qui sont produites de cette politique agricole. Merci Pierre-André. Merci beaucoup, bonne soirée à tous et puis au plaisir de vous rencontrer, bel été, puis à bientôt. À très bientôt, merci, au revoir. Merci.